inspirantes, des initiatives inspirantes aux autres membres du réseau. En Occitanie, aujourd'hui, il y a 63 territoires engagés pour la nature qui ont été lauréats. Et le réseau, ce que j'appelle le réseau, c'est tous ceux qui ont été candidats. Ça rassemble 82 collectivités territoriales avec en majorité des petites communes, puisque l'année dernière, en 2020, vous n'êtes pas sans savoir que les élections avaient été décalées et que donc il y a eu moins d'intercommunalités, qui avaient eu moins de temps pour s'organiser et qui ont pu répondre à cet appel à candidature pour territoires engagés pour la nature. Donc récemment, ces territoires engagés pour la nature, les 63 ont été interrogés via une enquête. L'année précédente, les 26 de 2019 avaient été interrogés également, mais par téléphone. Ah, j'ai... Bonjour, il y a un petit souci de micro. Est-ce que vous pouvez couper vos micros de façon à... Oui. Bon. Merci. Et donc, du coup, on vous a interrogé. Il y a eu 60% de réponses. Donc, on vous remercie pour ceux qui ont répondu, qui seraient là. Et on a pu faire émerger des sujets qui vous intéressent, comme par exemple la mobilisation citoyenne, la trame verte et bleue, agriculture et biodiversité. Donc, sujets sur lesquels on va essayer de vous fournir de l'information, d'organiser des événements. Et puis, aussi, il y a des besoins en sensibilisation, en information sur les dispositifs de financement qui ont pu ressortir de cette enquête, ainsi que la valorisation de ce que vous faites, et puis un besoin d'information sur des retours d'expérience. Donc, ça aussi, on va essayer vraiment de le développer au travers de ce réseau. Donc, le webinaire d'aujourd'hui qui s'appelle « Faire appel à un écologue », ça vient surtout du fait qu'on a, l'année dernière, beaucoup préconisé de faire appel à un écologue au regard des candidatures qui nous avaient été fournies pour Territoire engagé pour la nature 2020. Et donc, on a trouvé intéressant de pouvoir vous faire partager à la fois l'expérience d'un écologue qui, je ne sais pas s'il a réussi à se connecter, mais donc c'est Maxime Le Henanf qui représente l'Union des professionnels du génie écologique. Mais on va essayer quand même, via un plan B, de vous faire passer sa présentation et de le faire intervenir via mon micro. Et puis ensuite, une collectivité, qui est la commune de Grabel, qui à deux voix, avec M. Jean-Luc Martin et M. Jean-Pierre Bernier, vont vous faire état de leur retour d'expérience via l'Atlas de la biodiversité communale et leur travail avec des associations écologues. Donc, je te laisse, Géraldine, enchaîner sur la suite du webinaire. Alors, avant de démarrer donc, avec Maxime Le Henanf, on va faire un petit Mentimeter, en fait un petit nuage de mots pour voir avec vous, on le fera donc, en début de séance, en fin de séance, pour voir un petit peu comment vous définiriez l'écologue. Donc, je vous ai mis dans le chat, mais je vais partager mon écran, j'espère que ça y est encore. Dans le chat, il y a le lien, c'est menti.com, vous tapez ça sur un moteur de recherche. Vous entrez le code qui est juste en dessous. La question va vous être posée et pendant 2-3 minutes, si vous le voulez bien, saisir en fait les mots qu'évoque ce qu'évoque pour vous le mot écologue en 2-3 mots maximum. Donc, je vais partager l'écran. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à prendre la parole si vous n'y arrivez pas. Et on va partager l'écran pour que l'on voit tous ensemble tous les mots qui vont s'afficher en fait sous forme d'un nuage de mots. Et on fera donc l'exercice en fin de séance pour voir si ça a évolué ou pas. Alors, donc là, je partage l'écran. Donc, je vois que ça renseigne déjà. Expertise, expert. N'hésitez pas, vous avez le droit de saisir plusieurs fois si vous êtes limité en nombre de mots. Études, métier, nature, scientifique. Donc, on voit déjà une bonne notion du mot écologue. Biodiversité. Donc, on associe le mot écologue à biodiversité, à nature, en lien aussi avec les études. Les études, on voit apparaître plusieurs fois. Écologie, environnement, donc tout ça regroupé. Métier, effectivement, la base même de la définition du mot. On voit même un mot intéressant, indispensable, un adjectif.
Ah, il y a ce petit mot étrange, Indiana Jones. Donc toujours le mot, on voit souvent apparaître la notion d'expert et d'expertise. Et un mot intéressant que j'ai vu passer, mais comme ça bouge tout le temps, je sais pas, il est quelque part, c'est le mot passion. Donc on va garder ce petit nuage de mots en tête et on verra à la fin s'il y a eu une évolution après les présentations qui vont être faites. Je vous laisse encore 5 petites secondes et puis on va arrêter le maintien. Je vais arrêter le partage, mais vous pouvez toujours saisir cela dit si vous le voulez. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu de ce petit Mentimeter pour cette mise en route donc, du webinaire. Donc, on va essayer de démarrer. Donc, on a eu des problèmes avec Maxime Lehenov qui n'arrivait pas à se connecter. Donc, Cécile va partager. Je me suis connecté. Ah, si, super. Bonjour à tous, je me suis connecté entre-temps. On vous entend? Non, très bien, super. Bon, excusez-nous pour les problèmes de connexion. Non, bah, c'est moi, c'est vrai que c'est difficile de se connecter, mais il n'y a pas de souci. J'ai réussi via un autre ordinateur. Ouais, vous êtes là, c'est le principal. Cette petite frayeur de début. Oui. Je pense que Cécile va partager ou vous partagez vous-même votre diaporama? Et bah, du coup, sur cet ordinateur, j'ai pas la présentation. Je peux le faire, il n'y a pas de souci. Bienvenue voilà. Maxime, tant mieux. Donc Maxime Lehenov, donc de l'Union des professionnels du génie écologique, va vous expliquer un peu ce qu'est le métier d'écologue. Vous pouvez poser des questions dans le chat ou sinon vous le ferez en fin d'intervention comme vous le souhaitez. Du coup, Pierre, peut-être je te laisse enchaîner, Pierre, avec un petit point sur des cas concrets pour lesquels on aurait besoin d'un écologue. Et ça c'est un petit retour d'expérience de notre part au vu de l'analyse des dossiers territoires engagés pour la nature qu'on a eu. Et puis de certaines idées reçues qu'on s'est dit qu'il fallait balayer justement à l'aide d'un écologue. Donc Pierre, à toi en quelques minutes des expériences et cas concrets. C'est pour un tout petit contexte avant que Maxime et puis la commune de Grabel puissent s'exprimer. Déjà, comme disait Cécile, c'est par rapport à l'analyse de vos candidatures qu'on a eues ou suite aux échanges qu'on a avec vous régulièrement. Pour vous donner, pourquoi finalement se dire qu'il faut sans doute il y a un besoin d'expertise d'un écologue quand vous réalisez des projets, parce que je pense que toutes et tous vous voulez bien faire vis-à-vis de la biodiversité, mais parfois on pense bien faire et un écologue est là pour nous aider, pour nous donner des billes pour encore mieux faire et éviter de faire des bêtises. Je vais prendre par exemple le cas de l'installation des ruches où on sait qu'on a les ruches qui sont donc des abeilles plutôt domestiques, hein, c'est une espèce qui est implantée dans les ruches en France et qui peut parfois apporter de la concurrence avec tout ce qui est finalement pollinisateur sauvage. Et donc là, un écologue, une association, peut vous aider dans votre construction de projet pour éviter que justement il y ait cette concurrence. Avec, c'est des moyens assez simples de densité de ruches, notamment au kilomètre carré, ce genre de choses, et réfléchir le projet avec vous. On avait vu aussi dans les projets des plantations de vergers, de réouverture de sentiers, notamment botaniques, je crois, pour certains. Donc là, c'est un peu la même idée, c'est qu'à partir du moment où vous intervenez sur un milieu qui est à la base, alors soit naturel ou qu'on pourrait peut-être parfois citer d'espace vert, on a généralement une nature qui est présente quand même sur le site. Alors, elle n'est peut-être pas exceptionnelle, elle est sans doute commune, mais avant de réaliser les projets, eh bien, ce qu'on vous conseille forcément, c'est d'être entouré d'un expert qui puisse aller sur le site et voir potentiellement si le projet que vous avez en tête peut avoir un potentiel impact sur la biodiversité, et il vous guidera pour l'améliorer et puis que vous puissiez le faire en toute tranquillité pour les espèces. Voilà, et puis encore, ça c'est plus à la mode en ce moment, ça fleurit un peu partout, c'est la plantation d'arbres, où là, en fait, on peut aussi, pourquoi pas, de temps en temps faire des bêtises, puisqu'il y a certaines espèces, il y a un label qui s'appelle le label végétal local qui est développé par l'Office français de la biodiversité qui peut vous aider. Et là encore, un écologue peut vous accompagner dans une démarche de plantation d'arbres pour vous donner de bons conseils.
Voilà, j'en dirai pas plus. Je vais laisser du coup Maxime dérouler sa présentation et puis nous présenter ce fabuleux métier d'écologue. Merci Maxime. Merci Pierre. Je vais partager mon écran de façon à ce que Maxime, tu puisses le visionner et s'il te plaît, m'indiquer quand il s'agira de passer à la slide suivante. Okay. J'espère que tout le monde le voit bien. Maxime, est-ce que tu vois ta présentation? Oui, c'est bon. Merci. Ok. Oui, bonjour à tous, donc Maxime Lénange, donc je suis directeur d'études au bureau d'études Ecomed, donc qui est spécialisé faune et flore. Et donc je vais essayer de vous présenter en quelques mots le métier d'écologue. Alors effectivement, ce qui est ressorti là dans les mots juste avant, c'était la passion. Et en tout cas, oui, c'est un métier passion. On voit là que on est content en fait de faire ce métier. On peut passer à la diapo suivante. Donc en fait, l'écologue, c'est celui ou celle qui sait évaluer et gérer les milieux qui l'entourent. Donc à la fois avec un savoir d'ordre scientifique et d'ordre expérimental et technique qui vont permettre de dresser un diagnostic de la faune et de la flore pour notamment la conception de projets et agir et construire pour reconstituer en tenant compte des lois de l'écologie. Donc plus simplement, c'est une personne qui étudie les relations entre les organismes, la faune et la flore et le monde qui l'entoure. Alors, il y a souvent une confusion qui est faite entre l'écologue et l'écologiste. Donc, c'est assez différent. Hein. L'écologue, on travaille dans l'écologie. L'écologiste, lui, c'est un militant. Alors, les qualités d'un écologue, alors, en fait, il faut distinguer deux phases. Une phase de terrain qui a souvent lieu, en fait, pour la plupart, entre le mois de mars et septembre, et une phase d'analyse de données qui a lieu du coup plutôt en automne-hiver pendant le cycle de repos des espèces. Donc il y a tout un ensemble de qualités à voir entre la phase terrain avec une certaine résistance physique, un sens de l'observation et des capacités rédactionnelles de synthèse et de rigueur pour la partie rédactionnelle. On peut passer à la diapo suivante. Alors, quand faire appel à un écologue, Pierre l'a rappelé juste avant. Nous, on intervient essentiellement dans les projets d'aménagement du territoire. Pour l'encadrement écologique du coup, de ces projets d'aménagement, on va mettre en œuvre en fait, les mesures de la séquence éviter, réduire, compenser. Pour des projets de génie écologique, la création de mares, l'installation de nichoirs, de gîtes à chauves-souris, de création de gîtes pour la petite faune. Pour le suivi écologique, justement de ces mesures qui vont permettre de vérifier l'efficacité et d'avoir des retours d'expérience. Pour éventuellement des petits travaux de réfection de bâtiments, être sûr que dans le bâtiment, il n'y ait pas des chiroptères en fait, ou des oiseaux qui viennent nicher. Et dans les phases d'entretien de la végétation, des broussailles, abattage d'arbres, être sûr qu'on fasse ça à la meilleure période, avec la meilleure méthode. Donc en fait, on a un petit peu besoin tout le temps de cet écologue dans un but de prise en compte et d'intégration, voire d'amélioration des enjeux écologiques, donc des enjeux de la faune et de la flore, d'un territoire ou d'un milieu naturel. Alors, l'écologue travaille majoritairement en bureau d'études, en association de protection de la nature, en conservatoire d'espaces naturels et de façon plus modeste en réserve naturelle, en parc naturel, et donc l'AFB également fait partie. Et donc, les dossiers réglementaires, qui sont des dossiers qui sont obligatoires, vont concentrer de fait l'essentiel de l'activité. Dans le cadre donc, des études d'impact qui sont nécessaires pour certains projets au regard des effets pressentis sur l'environnement. Donc, il y a différents volets dans l'étude d'impact, dont le volet naturel qui va concerner donc, la faune et la flore. Tout ça, en fait, s'inscrit dans la loi de protection de la nature de 1976. C'est relativement ancien, mais c'est vrai que depuis quelques décennies, depuis quelques années, là, c'est de plus en plus au cœur de nos préoccupations. Donc, il y a différents types de projets qui sont soumis à études d'impact, les projets d'installation de stockage de déchets non dangereux, les projets éoliens et photovoltaïques, qui sont assez dominants en région Occitanie, des aménagements divers, des carrières, des mines. Donc, on peut passer.
raffinerie, carrière mine, voilà, et des projets, donc des structures plus linéaires, donc tout ce qui est route et autoroute, voies ferrées, pipeline, canaux, lignées électriques. Donc tous ces projets sont soumis à étude d'impact. Et en fait, l'écologue, il va intervenir donc, tout au long de cette application de la séquence qu'on appelle ERC, éviter, réduire, compenser. Là, vous avez le schéma d'un projet de parc photovoltaïque. Donc, depuis la phase de choix du site d'implantation, l'écologue peut intervenir pour sélectionner en fait, et orienter le site le plus adapté. Il va intervenir en phase de conception, donc deuxième étape, pour dresser l'inventaire et faire la synthèse des sensibilités écologiques du secteur d'études. En troisième étape, il intervient donc dans la définition des mesures d'évitement, de réduction et de compensation qui vont avoir lieu dès la phase de conception, pendant la phase de construction, également pendant la phase d'exploitation. Quatrième étape, c'est l'encadrement écologique en phase de construction. Et enfin, le suivi des impacts et des mesures d'évitement, réduction, compensation pour vérifier l'efficacité de ces mesures en phase d'exploitation, voire démantèlement. Donc, une étude d'impact, il y a 3 grandes étapes. Il y a l'état initial, l'évaluation des impacts et la proposition de mesures. Dans l'état initial, on va donc chercher à identifier l'ensemble des espèces de faune et de flore qui composent la zone d'étude qui aura été définie grâce à la collecte de données bibliographiques et également des prospections de terrain et qui, donc, suite à analyse et interprétation des données, vont permettre une hiérarchisation des enjeux. Ces inventaires ils se font sur la base d'une équipe pluridisciplinaire. Donc, chacun spécialisé dans un groupe biologique. Donc, effectivement, le terme d'expert qui avait été noté et d'expertise est bien approprié, puisque ce sont des personnes qui sont spécialisées chacune dans un domaine. Un botaniste, un ornithologue, un mammalogue, un herpétologue, un entomologue. Chacun va aller sur le site faire ses inventaires. Et on va rechercher donc, les espèces qui présentent des enjeux de conservation, donc à la fois des espèces protégées, on peut avancer, des espèces menacées, et également des espèces rares, c'est la diapo suivante, espèces rares et des espèces dites d'intérêt communautaire, donc c'est des espèces aussi appelées Natura 2000 et qui vont, elles, relever de la directive oiseaux et de la directive habitat. Ces inventaires, ils ne sont pas faits à n'importe quelle période. Ici, vous avez donc les phases les plus favorables en fait aux prospections, avec en gris foncé les périodes les plus favorables, en gris clair des périodes dites favorables et en jaune et en blanc des périodes peu adaptées. Donc, ici, dans l'exemple de milieu en plaine et collines littorales, la période, l'essentiel de la période va de mars à juin, qui correspond au printemps et à la période de reproduction de la plupart des groupes biologiques. Mais voilà, pour certains groupes, il est nécessaire également de réaliser des prospections en hiver, notamment pour les oiseaux, ou à l'automne, également pour les oiseaux ou les chauves-souris. Donc, nécessité d'une étude faune-flore qui va s'étaler sur 12 mois, puisqu'en fonction des groupes biologiques et de la phase du cycle biologique, les périodes seront différentes. Ici, c'était juste pour rappeler que voilà, ces périodes diffèrent vraiment selon les milieux, parce qu'en haute montagne, les prospections vont être beaucoup plus resserrées sur les mois en gros de mai à août, qui correspond à la phase des enneigements principalement. Voilà, donc une fois qu'on a fait nos prospections sur le terrain, on va dresser donc une cartographie des observations. Chaque écologue va faire ça et on va via une carte de synthèse, c'est la diapo suivante, une carte de synthèse des enjeux écologiques. Là, il y a plusieurs animations avec par exemple donc là, une colonie
à chiroptères. Ensuite, on peut avoir une zone d'alimentation du circaète Jean Leblanc, qui est une espèce de rapace. Et ensuite, des stations d'espèces protégées d'orchidées, par exemple. Donc là, on a dressé notre état initial de l'ensemble du site. Et donc, on va pouvoir passer maintenant à la phase d'évaluation des impacts. Donc, on va confronter le plan de masse du projet aux habitats et aux espèces qui ont été recensées et analyser les impacts propres donc liés au projet, mais également les effets cumulatifs liés à d'autres projets alentours. Donc là, vous avez par exemple un projet de route. On va donc évaluer la nature des impacts. Le type, voilà, si c'est de la dégradation, destruction d'habitat, destruction d'individus, des ruptures de fonctionnalité, à la fois pendant la phase de construction, mais également pendant la phase d'exploitation. Là, vous avez à droite donc, un relais d'Europe qui a certainement vu un camion ou une voiture d'un peu trop près. Et donc, on s'intéresse vraiment à l'impact à la fois pendant la conception, mais également pendant l'exploitation du projet. Avec également prise en compte de la durée des impacts, de la portée des impacts, et donc faire un bilan de l'ensemble de ces impacts pour chaque habitat naturel et chaque espèce à enjeu de conservation qui ont été identifiés dans l'état initial. Avec la notion d'effet cumulatif qui nécessite de prendre en compte les impacts passés, les impacts présents et futurs pour les projets qui sont connus dans l'évaluation globale des impacts. Donc, c'est vraiment la somme des effets conjugués ou combinés sur l'environnement de plusieurs projets qui sont compris dans un même territoire et l'échelle dépend du fonctionnement écologique des différentes entités. Donc là, par exemple, si on reprend notre projet de route, il s'inscrit dans un territoire où il y a plein d'autres projets et plein d'autres impacts qui sont actuellement en cours, avec une cimenterie, une installation de stockage de déchets non dangereux, une carrière, une autoroute, qui vont impacter l'ensemble des espèces. Là, ici, les garrigues de Lançon, Natura 2000. Et donc, il y a un souci avec le micro, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui. Oui, c'est bon, Maxime. Par contre, du coup, je me permets de ce petit interlude pour demander à chacun de pouvoir couper son micro, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on entende bien Maxime qui intervient. Merci à tous. Et donc, la troisième étape, c'est la proposition de mesures, donc des mesures d'évitement. On peut passer. Voilà, des mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation. Ça, c'est en dernier recours. L'objectif étant qu'on arrive à des impacts résiduels qui soient non significatifs. Et donc ensuite, donc là, votre projet est accepté, vous avez obtenu un arrêté préfectoral, et donc là, l'écologue intervient donc dans la mise en œuvre et le respect de ces mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Alors là, j'ai mis quelques exemples de mesures qui peuvent être mises en place. C'est par exemple un démantèlement de murets de pierre sèche qui est favorable donc, au gîte de plusieurs espèces de reptiles. On peut avancer. Voilà. Une autre mesure qu'on avait mise en place, c'est une capture et un déplacement d'individus de tortues d'Hermann dans le Var, donc, notamment avec l'aide de chiens qui permettent d'augmenter les probabilités de détection des individus. Énorme, ces tortues. Ensuite, là, c'était l'expertise d'un arbre gîte potentiel qui présentait donc qui est une branche cassée qui pouvait être favorable au gîte d'espèces, notamment de chauves-souris. Donc, on est venu avec une nacelle pour vérifier l'absence d'individus avant l'abattage de l'arbre.
Et enfin, donc un dernier exemple, c'est la transplantation d'espèces. Ici, l'Aristoloche pistoloche. Donc, c'est la plante que vous voyez au milieu, qui est le support de ponte d'un papillon protégé, qui est la proserpine. Et donc, voilà, le papillon va déposer ses œufs sur les feuilles, et les chenilles vont faire tout leur cycle de vie sur les feuilles de cette plante. Donc là, c'était de la transplanter, voilà, en dehors de la zone d'emprise du projet. Et c'est une opération qui a bien marché, parce que dès l'année suivante, on a eu de la reproduction sur les pieds avec un bon succès de repousse. Enfin, donc, le suivi de l'efficacité des mesures, donc en phase d'exploitation. Donc là, c'est un exemple de suivi que l'on mène depuis 2010 sur un parc photovoltaïque dans les Bouches du Rhône, où on suit en fait donc les insectes, les amphibiens et les reptiles principalement. Notamment parmi les reptiles, les arosselets, qui est une espèce assez emblématique du sud de la France, qui fait l'objet d'un plan national d'action. Et donc, il y a à la fois dans le parc photovoltaïque et aux alentours une multitude de gîtes qui sont favorables à cette espèce, et on suit donc l'occupation de ces gîtes depuis 2009. Donc là, par exemple, sur la photo de droite, vous avez un individu de lézard osselet qui est en thermorégulation, donc en train de se chauffer sur un bloc rocheux dans l'enceinte de la centrale. Et donc la photo de gauche, c'est avec un endoscope, en fait, qui est relié à un smartphone. On arrive en fait à voir des individus qui sont cachés en fait sous des blocs rocheux. Donc ça nous permet d'accéder aux blocs rocheux sans avoir à les déplacer. Et ensuite, donc voilà, on s'intéresse également à l'ensemble du cortège d'espèces de reptiles qui est présente sur la centrale. Donc, avec quelques exemples, la couleuvre à échelon, la couleuvre vipérine ou le lézard vert. Il y a plein de couleuvres. Et donc, chaque année, donc, ça nous permet d'estimer la richesse spécifique. C'est le tableau suivant. Donc, voilà, depuis 2009, avec des effectifs qui évoluent, mais en moyenne, une richesse spécifique de 5-6 espèces sur les 8 au total qui ont été observées depuis le début. Donc voilà, ça nous permet là d'avoir des suivis temporels sur des longues périodes comme ça, de suivre un petit peu l'évolution du cortège qui est présent dans la centrale photovoltaïque. Avec ici donc la localisation des différentes observations selon les espèces. Voilà, donc pour finir, quelques exemples, mais qui ont été rappelés en introduction, de petites actions qui peuvent être prises à l'échelle locale, comme du fauchage tardif, donc en automne-hiver, qui permet notamment d'éviter d'impacter les insectes principalement. La pose de nichoirs ou de gîtes à chiroptères, qui est conseillé d'être accompagné par un écologue qui va indiquer en fait le meilleur type de gîte à installer en fonction des espèces que l'on cherche. Le meilleur emplacement aussi, est-ce que c'est en façade de bâtiment, est-ce que c'est sur un arbre, et à quelle hauteur, quelle orientation. Donc tout ça, c'est des critères importants si on veut que la pose de gîte soit efficace. On intervient également donc, dans la création de mares pour déterminer les emplacements préférentiels en fonction de la topographie, en fonction de la perméabilité des sols, les dimensions de cette mare, la profondeur, parce qu'en fonction des espèces que l'on cherche à faire venir, les exigences peuvent être différentes. Et enfin, donc, partie de droite, c'est des petites actions qui peuvent être menées aussi, notamment pendant la période de migration des amphibiens, où donc, en automne-hiver, ils migrent depuis leur site d'hivernage jusqu'à leur site de reproduction. Des fois, ils peuvent faire plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres, pour regagner ces sites. Et donc, ils sont amenés à traverser des routes
Donc, il y a de la sensibilisation qui est faite dans certaines communes pour inciter les automobilistes à ralentir pendant ces périodes-là. Voire même, il y a des routes qui sont fermées à la circulation, soit pendant une plage horaire, souvent au crépuscule, et pendant des nuits très pluvieuses, ce qui correspond au pic d'activité des espèces. Voilà, j'en ai terminé avec les présentations et j'attends vos questions. Merci. N'hésitez pas à prendre la parole, d'allumer votre micro et votre caméra si vous souhaitez poser une question. Monsieur Hénauf. C'est toujours la première question la plus compliquée. Il ne faut pas hésiter. Moi, je vais me lancer du coup, Maxime. Du coup, tu nous as présenté, donc déjà, merci pour ta présentation. Et tu nous as quand même présenté des projets aujourd'hui là sur les colloques qui sont assez importants. On est sur des parcs photovoltaïques, des routes, ce genre de choses. Alors, je crois que par rapport au TEN, on est parfois sur des projets qui sont beaucoup plus, on va dire, petits, de moindre importance. Ce n'est pas forcément soumis à évaluation environnementale. Est-ce que du coup, vous, en tant qu'écologue, vous intervenez aussi sur des petits sites, un accompagnement sur des choses qui ne sont pas forcément réglementaires? Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Oui, alors c'est ce que je disais au début, même sur des projets qui ne nécessitent pas d'études d'impact, on a également un rôle en fait, notamment sur le choix d'un site. Si vous avez plusieurs sites possibles en fait pour faire un petit projet d'aménagement, on peut faire un petit pré-cadrage, un pré-diagnostic écologique qu'on va prendre sur site en fait pour dresser la cartographie des habitats naturels et puis le confronter avec des données bibliographiques locales et voilà, si on a le choix entre plusieurs sites, orienter vers un site qui présente potentiellement le moins d'enjeux pour faire ce projet ou au contraire, si on veut favoriser, mettre en valeur un site, du coup, dans le site, on aurait une plus-value écologique la plus forte à apporter. Voilà, après, je ne sais pas, oui, quels sont si les personnes veulent nous présenter quelques projets dans lesquels on peut s'inscrire en tant qu'écologue. Et c'est pour ça, même des petites actions comme des nichoirs, comme des gîtes ou la création de mares, c'est bien d'avoir, comme tu l'as rappelé au début, d'avoir un petit accompagnement pour être sûr de ne pas faire de bêtises, quoi. Dans les plantations, effectivement, ne pas planter d'espèces invasives. C'est vrai qu'on a souvent envie de planter des espèces qui sont jolies, des espèces ornementales, mais bien souvent, c'est des espèces exotiques. Et du coup, après, ça peut poser problème ça peut créer des déséquilibres de la faune et de la flore. Oui, effectivement, il y avait une question de Bruno David. Où trouver des nichoirs chiroptères? Quel est l'intérêt? Alors, je sais que le site de la LPO a plusieurs types de gîtes qui sont disponibles, soit en béton, soit en bois. L'intérêt, en fait, c'est pour des espèces, souvent c'est des espèces anthropophiles ou des espèces arboricoles qui ne trouvent pas forcément suffisamment de gîtes. Nous, on les met en place en fait sur des arbres quand il y a, par exemple, on va abattre des arbres qui ont un certain âge avant que ces arbres soient favorables en fait aux gîtes des chiroptères qui présentent soit des décollements d'écorce, soit des cavités naturelles qui ont été creusées par des pics, notamment. Avant que ces arbres soient favorables, on peut installer des gîtes parce que voilà, le temps qu'un arbre devienne favorable au gîte de chiroptères, ça peut prendre plusieurs décennies. Et donc, en attendant, on peut placer des gîtes pour répondre à ce besoin. Saint-Génis, Françoise, c'est très facile à fabriquer les gîtes à chiroptères. Avec 3 planches, oui. On a fabriqué, vu qu'elles sont parabotées, mais il faut attendre 2 ans avant qu'elles s'installent à peu près.
On en a Oui, trop. après, il faut éviter aussi tout ce qui est bois traité hein, pour favoriser la colonisation rapide. Mais effectivement, tout ce qui est gîte à chiroptère ou nichoir, nichoir à oiseaux, ça peut se faire. Ça peut se faire même avec des enfants en école. Ça peut être un beau projet aussi. Par contre, l'apport de l'écologue, enfin, vous pourrez peut-être préciser, Maxime, mais c'est aussi de positionner les nichoirs de façon correcte, c'est-à-dire qu'il y a des emplacements, Oui. il y a des endroits spécifiques. Oui, effectivement, en fonction des espèces que l'on cherche à faire venir, il y a des espèces qui vont nicher donc en façade de bâtiment, d'autres dans des arbres. Donc c'est important effectivement de réfléchir en amont, voilà, à quelles espèces on veut faire venir. Le trou d'envol d'une nichoire doit être réfléchi aussi, parce que si vous avez un trou d'envol qui est trop grand, du coup, il y a plein d'espèces qui ne vont pas vouloir venir dedans parce qu'il y aura des risques de prédation. Et donc, pareil aussi, la hauteur de pose d'un nichoir est importante pour éviter notamment cette prédation et l'orientation aussi, puisqu'il faut que ce soit à l'abri des vents dominants et des intempéries. Donc, c'est souvent orienté sud-sud-est. Donc, voilà, c'est des critères qu'il faut avoir en tête pour que les nichoirs soient colonisés et par les espèces que l'on cherche. J'ai une question plus vaste, si vous avez fini sur le sujet. Moi, je voulais poser une question sur une plante invasive. Oui. Que l'on a à Saint-Génie sur un terrain qui est placé. Et on a beaucoup de renouées du Japon qu'on n'arrive pas à découvrir. Je ne vous entends pas très très bien. On a de la renouée du Japon. Oui. Sur un territoire classé monument historique dont on voudrait se débarrasser. Quelle solution avez-vous? C'est assez compliqué la renouée du Japon parce que c'est une espèce qui se développe de façon très importante. Souvent, bon, j'imagine que c'est en bord de cours d'eau. Au bord d'un bassin, il y a une source qui passe à côté. Donc, à part de l'arrachage mécanique, c'est très compliqué de l'éradiquer. Il n'y a pas de méthode miracle pour cette espèce. Comme beaucoup d'espèces invasives, une fois qu'elles ont commencé à s'implanter, c'est très compliqué d'en venir à bout. Donc, avec de l'arrachage mécanique et ne pas laisser le moindre fragment de racine ou quoi, parce que sinon ça va repartir aussitôt. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ma question sur je crois le thème du webinaire, hein, c'est pourquoi faire un appel à un écologue. Oui. Pardon, je suis Bastien Haut, je suis vice-président de la communauté de communes du Volvestre. Alors, je vois bien qu'on peut faire appel à un écologue sur les sujets qui sont bien identifiés sur la protection de la biodiversité, par exemple, comme on a pu faire dans le cadre de la candidature au TEN, ou d'autres points, par exemple sur l'installation de nichoirs, faire appel à un écologue pour savoir quelles espèces prioriser, comment les mettre en place. Ma question, c'est plutôt plus large, c'est pour les autres projets auxquels on n'aurait pas pensé de prime abord. Donc, tous ceux pour lesquels on ne se serait pas dit qu'il y a un enjeu. Parce que si on a déjà des enjeux identifiés, c'est bien, et faire appel à un écologue, c'est pour le faire mieux. Mais à quel point ça peut être pertinent de faire appel à un écologue pour faire un diagnostic de tous les projets d'une collectivité, par exemple, et de voir là où il y aurait des enjeux et qu'on n'aurait pas identifiés. Je pense à des problématiques liées à des aménagements conséquents, des problèmes de voirie, qui peuvent être faits de manière régalienne, hein, dans le quotidien, et où on n'a pas forcément le focus de tiens, là il y a un enjeu, là il faut faire un point d'attention. J'y pensais parce que vous parliez tout à l'heure des traversées d'animaux sur la voirie. Voilà, la commission voirie, elle peut faire ses routes comme ça, et on n'aura pas forcément le regard, tiens, il faut faire attention. Je ne sais pas si ma question était très claire.
Non, mais c'est quoi. Oui, après, je pense que c'est une volonté individuelle ou à l'échelle de la commune de prendre en compte ces enjeux, même si effectivement, s'il n'y a pas d'obligation réglementaire de les prendre en compte, vous pouvez avoir un sous-outil de préservation de ces espèces. Après, effectivement, si vous ne savez pas s'il y a des espèces ou pas sur votre commune qui sont intéressantes, vous pouvez effectivement faire appel à un écologue qui va recenser un petit peu, peut-être à grosse maille, les habitats les plus intéressants. Après, si ces réflexions de voirie ne sont pas réglementaires, ne font pas l'objet d'encadrement écologique de façon obligatoire, je ne sais pas. Il faut... Après, peut-être Maxime, pour compléter, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le réglementaire, et Maxime l'a rappelé, il y a la loi de 76, donc maintenant ça a plus de 40 ans par rapport aux espèces protégées. Alors, des espèces protégées, finalement, vous pouvez en avoir partout, et on a la chance en Occitanie, finalement, d'avoir beaucoup d'espèces, et notamment des espèces protégées. Alors la chance et la malchance, des fois, quand on veut faire un projet, mais c'est important de s'en soucier. Et ce qu'il faut aussi que vous ayez en tête, c'est qu'il y a la majorité des espèces en France sont quasiment protégées. Et du coup, dès lors que vous avez même de l'espace bâti, naturel, imaginons, je ne sais pas, il y a un champ qui s'enfriche et vous souhaitez y implanter un verger avec des espèces, faire du pâturage, voilà, dans une logique justement d'amélioration de la biodiversité, il se peut que dans ce verger, par exemple, dans ce champ, par exemple, il puisse y avoir des espèces, mais ça, vous ne pouvez pas l'avoir en tête de fait. Donc, c'est là qu'un écologue est important pour vous accompagner, pour justement essayer d'anticiper des enjeux que vous n'auriez pas identifiés au préalable. Donc, c'est pour ça que nous aussi, le message qu'on souhaite apporter côté ARB, c'est dès lors que vous avez des projets qui vont finalement changer un milieu, qu'il soit construit ou non, c'est toujours important en tout cas de se poser la question auprès de spécialistes et d'experts naturalistes pour éviter d'impacter une quelconque espèce, qu'elle soit protégée ou commune. Si je peux me permettre, juste une petite remarque moi, sur la vision de l'écologue, Guillaume Laval, mairie d'Albi. Ça fait très longtemps qu'on parle de gestion différenciée pour la gestion des espaces verts. Et je pense que l'écologue peut aussi avoir une plus-value sur les apports en termes de conseils de gestion, parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a personne qui fait le fauchage tardif comme il faut. Ne serait-ce que on traite le végétal, mais on ne traite pas forcément les espèces associées et la notion d'interaction entre le milieu et les espèces, pour ma part, me semble quand même bien peu pris en compte, et l'écologue peut vraiment apporter beaucoup de choses, je pense, sur cet aspect-là, et pas forcément que sur les études d'impact ou avant de détruire. Vous avez tout à fait raison. Merci pour cette remarque. Il y avait une question de Raymond Joël dans le chat. Existe-t-il un guide pour l'entretien des espaces verts afin de protéger la biodiversité? Vaste question. Je crois pas qu'il existe un guide. Il y a des grands principes de méthode, de période en tout cas, pour l'entretien de ces espaces. Comme l'a rappelé l'intervenant juste avant, la gestion différenciée peut être aussi un bon outil. Donc ça va être un plan de gestion en fait entre guillemets de vos espaces verts avec des interventions différentes dans la tonte, dans le débroussaillage, l'entretien des espaces naturels. Oui, c'est les méthodes et les périodes en fait qui sont les plus importantes à adapter. Et ça, je pense que c'est à voir au cas par cas, parce qu'en fonction des régions, des types de milieux, on aura des réponses un peu différentes. Typiquement, Guillaume, à la mairie d'Albi, il y a des productions sur la gestion des espaces verts et notamment la gestion différenciée qui est intégrée depuis longtemps dans les pratiques de la commune. Et vous avez déjà des retours d'expérience assez inspirants sur de la végétalisation, sur
de la désimperméabilisation en plus de cette gestion différenciée. Il y a des petites choses qui sont en tout cas diffusées aux habitants sur ce que vous faites sur les espaces verts. Oui, mais alors par contre, nous, on essaie de faire le mieux possible sur la gestion différenciée. Moi, je constate quand même que malgré tout ce qu'on répète depuis longtemps, il y a une mauvaise compréhension. On revient souvent sur des écueils pour dire la gestion différenciée, ça nous fait gagner du temps et de l'argent, alors que ce n'est pas du tout ni le but, ni vrai, parce qu'on ne gagne pas forcément de temps quand on essaie bien la faire. Et après, là, je voyais, j'ai réagi tout à l'heure sur la discussion, parce que sur la fiche paie de marche, on parle de fauchage tardif, mais c'est une épareuse qui est représentée. Et nous, on a le même problème. En fait, souvent, on parle de fauchage et tout est broyé en permanence. Et donc, je pense qu'il y a vraiment il y a beaucoup de travail de communication. Et effectivement, les écologues, si on prend en compte leur travail pour essayer de sensibiliser un peu là-dessus, moi, je suis formé là-dessus, j'ai fait des études, donc je connais les relations entre le vivant et le milieu. Mais même pour les jardiniers, c'est très compliqué, quoi. Et après, si on fait un plan de gestion, on fige les choses. Et nous, on a du mal aussi à se dire qu'on va figer vraiment la gestion différenciée parce que pour nous, il faut que ce soit vivant et qu'on s'adapte en permanence. Donc, on effectivement. Non, mais après, le plan de gestion, c'était entre guillemets, mais c'était d'avoir à l'esprit de cadrer, oui, de cadrer les méthodes chaque année. Pour essayer d'avoir un petit peu de retour d'expérience aussi et de voir ce qui marche pas. Et effectivement, il n'y a pas forcément un objectif de gain financier dans ces opérations-là. C'est vraiment préserver au maximum la biodiversité et limiter le risque de destruction en fait, d'individus quand on fait ces opérations-là. Être conscient qu'il y a des individus qui vivent dans ces espaces et donc d'adapter les périodes, les conditions météo, de faire ça pendant des conditions météo favorables. Si vous faites ça sous la pluie, vous aurez beaucoup moins d'espèces de reptiles, par exemple, qui seront en activité, ils seront en gîte ils seront dans leur gîte et du coup, il y a moins de chances d'impacter des individus à cette période-là. Disons que voilà, pour moi, le plan de gestion différencié, à l'heure actuelle, dans la plupart des cas, est porté par des gens qui ont étudié le jardinage, les espaces verts et l'ornement, les services espaces verts. C'est pour ça que c'est important. L'appel à un écologue, pour moi, est du coup primordial pour la plupart des collectivités qui se lanceraient là-dessus, pour au moins avoir un appui scientifique, un regard extérieur qui leur dit c'est très bien, mais attention. Voilà. Oui, effectivement, les jardiniers ne sont pas forcément écologues. Il y a plus un côté, on va dire, esthétique dans la gestion qui n'est pas forcément compatible avec la faune et la flore. Quand je parlais tout à l'heure des espèces ornementales, il y avait ça, il y avait ce côté esthétique, mais qui n'est pas forcément compatible avec les espèces que l'on souhaite préserver. Bonjour. Merci. Il y avait Jean-Bertrand Doubaré qui avait levé la main, qui voulait s'exprimer. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, je suis adjoint au maire de Lermes. C'est une commune qui, au départ, était rurale et qui maintenant est une commune périurbaine qui est à 30 km de sud-sud-ouest de Toulouse. Et on a affaire à beaucoup de demandes, évidemment, d'aménageurs, en particulier pour des lotissements. Et donc, quels sont les éléments? On travaille actuellement sur une charte, justement, par rapport aux différentes demandes d'aménageurs. Et donc, on voudrait pouvoir intégrer dans cette charte un certain nombre de dispositions vis-à-vis, justement, de la biodiversité en particulier. Et la question que je me pose, c'est quelles sont les contraintes que l'on peut imposer, parce qu'une étude d'impact, c'est quelque chose de très onéreux. Voilà, quels sont les moyens qu'une commune peut employer pour essayer justement d'obliger les aménageurs à prendre en compte cet aspect de la biodiversité et en particulier les impacts que ça peut avoir d'occuper une zone qui au départ était vierge. Oui. Je crois que la réglementation pour les lotissements, c'est supérieur à 5 hectares pour une étude d'impact. Effectivement, ceux inférieurs à 5 hectares n'ont pas d'obligation. Après, dans les mesures
qui sont assez faciles à mettre en œuvre. C'est tout ce qui est bassin de rétention pour compenser les pertes hydrauliques. Les bassins de rétention, voilà, faire en sorte que ce ne soit pas des pièges pour la faune et la flore. Des fois, sont utilisées des bâches, mais qui du coup empêchent, voilà, s'il y a un hérisson par exemple qui tombe dans le bassin de rétention, il ne pourra pas ressortir de ce bassin. Et donc plutôt des bassins en pente douce, végétalisés, avec des petits aménagements à côté qui permettent que ce soit des lieux de vie pour les amphibiens, pour les libellules. L'adaptation de l'éclairage aussi nocturne, favoriser des périodes d'éclairage ou des systèmes de déclenchement. Après, il y a peut-être des contraintes sécurité, mais d'avoir un éclairage aussi qui soit orienté vers le bas, pas à l'horizontale ou vers le haut, encore moins, pour permettre à des espèces nocturnes de chiroptères, d'oiseaux, de continuer à fréquenter ces espaces, et plutôt dans des lumières chaudes, plutôt dans les couleurs orangées, et pas du blanc ou du jaune. Donc ça, c'est des petites actions qui peuvent être menées. Après, il y avait effectivement la gestion des espaces verts dont on a rappelé avant. Maxime, peut-être pour compléter, parce qu'effectivement, on ne peut pas forcément imposer à un aménageur s'il n'est pas soumis à évaluation environnementale. En revanche, dans les documents de planification et notamment dans le PLU, vous pouvez mettre en place des règles, et notamment une OAP, des OAP spécifiques sur certains secteurs qui précisent toutes ces règles. Et donc, de fait, même s'ils ne sont pas soumis à étude d'impact ou évaluation environnementale, vous pouvez, via les règles du PLU, permettre que ces aménageurs puissent respecter tout ce que vient de citer Maxime à l'instant. Donc ça, n'hésitez pas éventuellement à nous recontacter pour qu'on puisse vous aider sur ce type de problématique. Oui, effectivement, sauf que le PLU, il a été révisé très, très récemment sur l'ancien mandat et du coup, c'est un coût qui est très important de faire une révision du PLU et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire très rapidement, quoi. Mais effectivement, on savait que c'est effectivement par le PLU, on peut effectivement imposer un certain nombre de choses. Oui. Merci. Il y a juste une petite question dans le chat auquel on n'a pas répondu. Les associations naturalistes peuvent-elles remplacer un écologue? Oui, c'est déjà ce qu'elles font. Hein. Il y a des associations naturalistes qui œuvrent pour le maintien de la biodiversité, qui vont être là aussi pour tout ce qui est des nichoirs et tout ça. Il y a des bons conseils qui peuvent être donnés par ces associations-là. Pour certaines, elles participent également à des études d'impact, à des suivis, par exemple, de mortalité sur les parcs éoliens. Donc elles jouent aussi le rôle d'écologue. Ouais. Voilà, c'était la question, je pense. Est-ce que l'expertise écologue est présente dans les associations naturalistes? Oui, oui. Transition toute trouvée, du coup. Merci pour ces échanges riches qui montrent qu'il y a plein de projets auxquels on peut s'associer avec un écologue pour la réalisation de ce projet. Donc, on va continuer avec Jean-Luc Martin et Jean-Pierre Bernier pour leur retour d'expérience sur leur ABC dans la commune de Grabel. Alors, je vais partager mon écran, si vous voulez, pour pouvoir montrer votre diaporama et je vous encourage à m'indiquer quand il faut faire passer les diapos. C'est à vous, Grabel. Merci beaucoup. Donc, Jean-Luc Martin, je suis conseiller municipal délégué à la transition écologique, et Jean-Pierre Bernier, qui interviendra dans le diaporama et qui est chargé de mission déléguée à l'Atlas de la biodiversité communale de Grabel, pour lequel nous avons été lauréats en 2020, fin 2020, et qui présentera quelques-unes des actions que nous réalisons dans ce cadre. Donc, on peut passer à la première diapo.
Voilà, donc Grabel, rapidement, hein, c'est une commune de 8500 habitants. La prévision pour 2030, c'est 10 à 11 000 habitants. Vous savez qu'il y a des plans sur l'habitat, sur le logement qui imposent aux communes, notamment périphériques de grandes villes. Et nous sommes une ville périphérique de la ville-centre donc de Montpellier, d'une métropole de 450 000 habitants environ. Et qui dispose de 80% d'espaces agro-naturels à préserver. Donc, nous devons concilier à la fois l'impératif d'accueil des habitants imposé par la réglementation et à la fois un impératif de protection d'un territoire, puisque nous sommes une ceinture verte, nous sommes un des espaces verts de la métropole, mais que nous avons des ambitions de préservation à très long terme de ces espaces agronaturels. Alors, il vient d'être fait allusion aux plans locaux d'urbanisme IAMI dans notre diaporama parce qu'il est intercommunal, il est porté par la métropole, mais chaque commune peut effectivement prévoir des dispositions particulières de préservation, de végétalisation, de désimperméabilisation, de lutte contre le ruissellement, etc., et de restauration ou maintien de corridors écologiques. Mais tout ça ne peut se faire que si on a une vision a priori, évidemment, du territoire. Mais avant de passer à cette vision a priori du territoire sur laquelle je vais beaucoup insister, je veux dire aussi que Grabel est une ville très impliquée dans la transition écologique. Donc, évidemment, nous sommes dans le territoire engagé pour la nature. Nous sommes aussi dans l'ABC qui fait partie des 3 actions du territoire. Et pour nous, l'ABC n'est pas forcément un outil qui va prévoir des petites mesures, mais au contraire, pour nous, ça peut être l'occasion de travailler sur la séquence, sur la partie de la séquence ERC qui concerne le verbe éviter. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter. Donc, si on a une bonne connaissance du territoire a priori, nous avons l'idée, peut-être l'illusion, que nous préserverons d'autant mieux notre territoire et que nous avertirons nos successeurs des dangers qu'il y a à prévoir certains gros projets ou, comment dirais-je, remplir des dents creuses entre la ville-centre et Grabel, qui donc justement dispose d'espaces agricoles préservés ou d'espaces naturels préservés entre justement son urbanisation et celle de Montpellier. Donc, notre implication est très forte dans la transition écologique, comme je le disais, et elle est très forte aussi dans le cadre d'un conseil citoyen qui a géré, donc est composé d'associations, d'élus et de citoyens tirés au sort, et qui a géré à peu près toutes les actions du programme de la commune, qu'il s'agisse du cadre de vie, qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse des mobilités, qu'il s'agisse de l'alimentation, de la réduction de l'empreinte écologique ou de la protection des biens et des personnes. Et dans les biens, évidemment, nous mettons les biens patrimoniaux. Voilà, je pense qu'on peut passer à la deuxième diapo. Donc, pour un élu, qu'est-ce qu'un écologue? C'est quelqu'un, ça a été très très bien défini précédemment, donc je ne reviens pas, mais pour nous, c'est quelqu'un qui définit et mesure les impacts des projets publics sur les espèces et habitats. Mais est-ce que ça n'est que ça? Donc, si ça n'était que ça pour nous, ce serait presque, comment dirais-je, un peu du masochisme, puisqu'il s'agirait de nous réjouir de toutes les préconisations de compensation, d'évitement, de réduction qu'on nous impose dans le cadre des projets que l'on veut mener. Non, mais nous, voilà, notre attente, c'est vraiment avoir une évaluation patrimoniale, une espèce de scan de notre territoire, et disposer de conseils concernant des mesures de préservation, de restauration de la biodiversité, mais surtout des mesures d'évitement a priori, c'est-à-dire ne pas se lancer dans des projets qui précisément auraient des impacts. Mais pour ça, il faut avoir, donc c'est ce que je disais, une connaissance a priori. On peut passer peut-être sur le... Voilà. Donc, je fais rapidement un zoom sur l'ABC de Grabel avant de passer la parole à Jean-Pierre. Donc, pour nous, l'ABC, c'est précisément l'occasion de faire une expertise sur les espèces et habitats et donc avoir un bilan du patrimoine naturel. Mais quand je dis le patrimoine naturel, il faut intégrer quand même une vision évidemment des espaces agronaturels, mais aussi, si possible, des espaces urbains urbanisés ou à urbaniser. On pourra y revenir.
Donc, ce sont aussi des préconisations, je le disais, concernant la protection, etc., des habitats et leur connexion. Ça, c'est très important pour nous dans le cadre de cette démarche ABC, pour donc travailler sur les corridors écologiques, qu'il s'agisse de trames vertes, bleues, noires, etc. Donc, mais nous attendons aussi de l'écologue ou des écologues des mesures concrètes à mettre en œuvre, donc à la fois pour préserver et pour restaurer, mais aussi précisément des projets nouveaux qui soient qui aient ce caractère écologique que nous souhaitons donner maintenant à nos actions. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, éviter de faire des grosses bourdes lorsque même on veut faire bien, on veut restaurer de l'agriculture, etc. Bon, et puis les études préalables sur lesquelles ça peut déboucher, ce sont aussi des études qui peuvent nous permettre de demander, de motiver des financements, enfin des demandes de financement externe qui ont, comment dirais-je, un poids important pour les communes de moins en moins bien dotées financièrement pour mener leurs projets. Et puis, c'est une aide aussi, et ça c'est très important pour nous dans l'ABC, c'est une aide en vue d'établir une relation étroite entre la population et son cadre de vie. Donc, l'ABC, pour nous, c'est un outil donc de sciences participatives, mais c'est aussi un outil pour associer des gens qui ont plus ou moins d'expertise sur le territoire et qui peuvent venir se joindre à nous pour précisément nous aider à faire ce scan du territoire. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre qui va expliquer ce qu'on essaye de faire avec des associations donc dans le cadre de l'ABC. On peut passer à la diapo suivante. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Oui, on t'entend. Oui, voilà. Donc nous avons choisi au niveau de la commune de Grabel de s'appuyer sur la connaissance d'écologues et d'associations qui ont bénéficié de beaucoup d'expérience sur d'autres ABC. On a fixé notre choix sur une association écologiste qui s'appelle l'association LUST, une association plutôt d'écologues et de protection de la nature qui s'appelle l'association LUST et des écologistes de Leuzière. L'intérêt pour nous d'avoir opté pour ce choix, c'est de bénéficier d'une grande expérience de ces deux partenaires et à travers lesquels on arrive à bénéficier de l'expérience et des outils qui ont été mis en place soit sur notre commune ou des communes voisines. Et donc, on a une mutualisation de ces outils et on profite d'une grande expérience de ces organismes qui nous accompagnent. Pour nous permettre donc de faire un bilan et sur les richesses fondamentales du patrimoine naturel de notre commune. Donc, les objectifs là, pour la mise en place de l'ABC, notre travail lorsqu'on est en train de réaliser l'ABC. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous pouvez passer sur la diapo suivante. Donc, on bénéficie d'une expérience et d'un appui technique sur toutes les données naturalistes du territoire. On a la chance que les partenaires ont été des étudiants aussi, des universitaires sur Montpellier chargés de spécialiser dans les inventaires et les méthodologies de travail pour mettre en œuvre nos inventaires, les cartographier et puis inventorier les espèces. Grâce à ces expériences, on a aussi avec eux la possibilité de former des bénévoles sur l'ensemble de notre commune. Et l'important pour nous, c'est de travailler avec l'ensemble des citoyens de la commune. Et on a, grâce à eux, la possibilité de trouver modalité d'action de participation citoyenne à travers notamment la mise en place des inventaires. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, on a
développer la sensibilisation et la participation de la population sur des animations sorties naturalistes et puis essayer d'inciter les gens à participer avec… j'ai plus rien. On a essayé de… J'ai des soucis de connexion, excusez-moi. Hein, c'est pour ça que je ne suis pas très clair dans toutes mes explications. Mon ordinateur n'arrête pas de se figer ou de sauter. On vous entend très bien. Ah bon, d'accord. Oui, alors ça c'est vraiment désagréable. Donc, on essaye de former des bénévoles. On forme à travers nos actions de terrain. Donc, on essaye d'inciter les gens à faire preuve d'un intérêt collectif. On a lancé, dans le cadre des inventaires, une participation permanente du public avec des applications toutes simples, comme e-Naturaliste, où chacun des citoyens de la commune peut participer lui-même à des inventaires en lançant des avis de participation avec la présence, notamment suivant les saisons, des espèces présentes sur le territoire communal. On incite les gens à les reconnaître. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a une large participation, une bonne adhésion des citoyens et aussi donc des scolaires à plusieurs niveaux, soit en action avec les écoles, soit avec des associations ou des animations communales, notamment dans le périscolaire, extrascolaire. Le premier bilan de la première année, on en est là pour l'instant à effectuer un bilan sur les choses, sur les éléments fondamentaux de notre biodiversité. On est en train de cartographier, d'identifier les zones à privilégier dans le cadre de la préservation, de la protection. On est en train de cartographier tous les types d'habitats, que ce soit ce qui se rapproche de la trame verte, de la trame bleue. On s'intéresse aussi avec des orientations, on s'intéresse aussi à la mise en place à des préconisations pour la trame noire. Là, pour l'instant, on est avec notre ABC dans la situation de bilan, mais se dessinent déjà des projets. Des projets de préservation, de protection, mais aussi des projets d'amélioration et de reconnexion. Et là, à travers cela, on a vraiment, voilà, c'est l'intérêt de pouvoir utiliser les connaissances d'écologues nous semble primordial quant aux orientations d'aménagement du territoire qu'on pourrait mettre en place dans le cadre des orientations TEN. Et la question que je me pose, c'est de savoir voilà, quand faire appel à un écologue, qui et avec quels moyens, parce que bientôt ça va se dessiner à travers l'évolution de notre atlas de la biodiversité. Plus il avance et plus on a déjà réussi à sensibiliser la population pour qu'elle puisse adhérer à nos projets, quoi. Y compris donc tous les jeunes, les enfants, les étudiants et les scolaires. Donc, je vais reprendre la main, si tu veux, Jean-Pierre, sur la dernière diapo. Oui. Donc, voilà. Donc, ce que nous attendons encore des partenaires, donc, c'est de continuer l'appropriation de la protection des milieux par les habitants. C'est un travail pour nous très important. Quand on dit les habitants, évidemment, on pense aussi aux jeunes et aux scolaires que l'on vise particulièrement dans les animations, que ce soit des animations grand public, que ce soit des animations ou périscolaires. Voilà, et puis il faut que… Alors, notre sujet, je pense qu'on voit bien le travail extrêmement précis, rigoureux et scientifique des écologues. Donc, il faut quand même qu'ils arrivent
à nous aider aussi à transformer nos ambitions de protection en projets partagés. Peut-être que pour l'instant, la notion de partage pour des gens qui sont très, très focalisés sur la protection des espèces, etc., à juste titre, bien sûr, mais peut-être que ce volet-là doit encore être développé, y compris avec le tissu associatif. Voilà. Donc, ce sont les deux choses auxquelles il faut qu'on fasse attention pour la suite. Pour le reste, je pense que le contenu de l'ABC et les ambitions que nous avons dans ce cadre est tel que si nous parvenons à le réaliser, je pense que nous aurons vraiment non seulement un atlas cartographique, bien sûr, mais aussi toute une série de, comment dirais-je, toute une vision claire de ce qu'il faut éviter pour le moins, et une vision claire de ce que nous pouvons faire pour sensibiliser et surtout inscrire dans le marbre cette volonté de préserver 80% de nos espaces. Et donc, dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, nous n'avons aucun souci puisqu'il dispose pour 20 ans que cette protection est actée. Dans le cadre du PLU, nous allons ajouter des préconisations vis-à-vis des particuliers, mais aussi vis-à-vis précisément des grands projets ou des projets plus ambitieux, des projets plus collectifs. Mais donc, il nous faut penser certainement plus loin que 10 ou 20 ans. Et dans le cadre d'un mandat, c'est compliqué, mais on aimerait bien que si on n'arrive pas à prendre des dispositions réglementaires, ce que nous craignons dans le cadre du mandat, nous aimerions bien avoir suffisamment sensibilisé la population pour qu'elle soit le meilleur défenseur de ces espaces, voilà, contre des projets que nous ne voulons pas, comme les liaisons intercommunales de notre siècle ou d'autres projets comme celui-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Martin, Monsieur Bernier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, il y en a dans le chat, mais vous pouvez aussi vous exprimer, ceux qui ont rédigé dans le chat directement. Ou sinon, je pose la question pour vous, comme vous voulez. Bon, je vais lancer la première question du chat. Y a-t-il un réseau annuaire d'écologues par région pour pouvoir faire appel à eux? Donc, je pense qu'on revient à la précédente intervention. Donc, un réseau annuaire d'écologues par région pour les solliciter. Est-ce que ça existe? Est-ce que M. Hénan ou... Peut-être. Je ne vois plus. Ah oui, Pierre, vas-y Pierre. Oui, bah, du coup, côté RB, je pense que Maxime, donc par rapport à l'Union professionnelle du génie écologique, donc, dont fait partie Ecomed, et puis il y a d'autres entreprises, vous pouvez retrouver un annuaire sur le site internet de l'UPGE. Je crois que c'est un annuaire qui date de 2020 et de mémoire, je crois qu'il sera renouvelé cette année de manière un peu plus dynamique. On pourra vous transmettre les liens, bien entendu, de cet annuaire. Et après, pour toutes les associations naturalistes qui agissent sur vos territoires, n'hésitez pas déjà à prendre contact avec elles si vous les connaissez ou contacter l'ARB, sinon on peut vous orienter aussi vers celle-ci. Donc, normalement aussi, on a une refonte de notre site internet qui est prévue avec un annuaire notamment pour référencer les associations et les bureaux d'études naturalistes. Donc, voilà, ça c'est un peu de teasing puisque ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Enfin, il y a des mentions, mais ce n'est pas forcément très bien organisé sur notre site. Mais prochainement, en tout cas, on s'attachera à ce que cette information soit bien visible. Il y a M. Couradette qui a demandé une prise de parole. Je vous en prie. Allez-y. Oui. Je voulais demander quel était le périmètre de l'Atlas de biodiversité. Est-ce que ça concerne seulement les parcelles publiques ou également les parcelles privées? Par exemple, si on sait que sur des parcelles privées, il y a des éléments remarquables en termes de biodiversité, est-ce que les propriétaires privés peuvent justement bénéficier de ce dispositif? Est-ce que c'est vraiment global, compris, par exemple, toute une commune pour les parcelles privées et publiques? Oui, nous souhaitons avoir une vision globale du territoire. Je l'ai dit peut-être un peu rapidement. Bien sûr, des espaces agronaturels, d'ailleurs, qui sont en très grande partie privés, mais aussi des parties urbanisées et donc qui sont, elles, toutes privées. Enfin, oui, à part les espaces publics, mais elles sont toutes privées. Et donc, évidemment, elles sont incluses dans notre vision de l'ABC, enfin, notre vision de l'étude à mener.
avec effectivement des difficultés parfois pour aller inventorier des parcelles voilà, qui appartiennent à des privés et auxquelles il faut demander des autorisations. C'est toujours un peu compliqué. Il y a ça, et puis on compte bien aller regarder la biodiversité des jardins privés, en tout cas des personnes qui nous autoriseront à le faire. D'accord, donc on a tout intérêt en fait à faire de la communication en amont de cet inventaire en fait pour que les gens puissent se porter volontaires pour qu'on puisse venir faire l'inventaire chez eux, quoi. Exactement, la communication est très importante et le problème qu'on a eu avec la crise sanitaire, c'est que nous avons tardé. Bon là, nous avons commencé une grosse communication, notamment autour des journées du patrimoine que nous avons considéré être les journées du patrimoine naturel de la commune. Et nous avons pu faire une grosse action d'animation pendant tout un week-end qui a très bien marché. Voilà, on va continuer effectivement. C'est très important dans le cadre de l'ABC, je crois, d'avoir une communication très forte si on veut associer les populations. C'est quand même un des deux gros objectifs de l'ABC. D'accord. Et question complémentaire, un ordre d'idée de ce que ça peut coûter en fait et comment on peut être aidé? Jean-Pierre, tu veux répondre ou... Oui, bah disons que là, on a fait un appel à projet au niveau de l'OFB pour mettre en place notre atlas de la biodiversité communale. Et notre candidature a été retenue et financée en partie par l'Office français de la biodiversité. Donc voilà. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Luc, c'est vrai qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'il y a 80% à peu près, ou pas très loin, de tous nos espaces naturels qui sont du domaine privé. Et donc, notre gros travail, c'est de faire jouer un rôle pédagogique, de faire prendre conscience de la valeur du patrimoine naturel qui nous entoure et de responsabiliser les citoyens dans ces actions-là. En fait, j'utilise souvent ce terme de reconnecter ou de connecter ou reconnecter les gens à leur nature, à leur espace naturel. Et c'est là tout le travail de l'élaboration de l'ABC qui est primordial pour pouvoir bien réussir ses interventions et l'amélioration de la biodiversité. Merci. On avait une petite question sur le réseau universitaire et leur implication dans les inventaires. Je ne sais pas qui est le mieux placé pour répondre, peut-être Monsieur Hénauf. Jean-Pierre. Oui, donc on a la chance d'être aux portes de Montpellier. On a à très peu de distance de notre commune de Grabel, la faculté de sciences de Montpellier, dans laquelle il y a tout une pépinière de gens du génie de la biodiversité et de l'amélioration de nos espaces naturels. Ils se sont montrés donc très intéressés de venir travailler sur Grabel parce qu'il y a un phénomène de proximité, puis ils ont vu qu'on était quand même très très bien engagés dans notre volonté de vouloir améliorer les choses. Cette relation avec la fac a été facilitée par nos partenaires qui sont d'anciens étudiants de ces facultés-là. J'ajoute un point, c'est que donc là, nous allons travailler sur les habitats, les micro-habitats, les IAE, les infrastructures agroécologiques, avec un master, donc une classe de master. Voilà, ils sont en plus une cinquantaine et ils sont tous par équipe. Ils se sont tous saisis du dossier et ils ont tous un travail assez précis sur les habitats, les inventaires, les espèces. Donc à nous rendre d'ici la fin de l'année. Enfin, je dis nous à toute l'équipe, d'abord aux partenaires, mais aussi à nous. Voilà, et il y a eu déjà 2 réunions des élus avec eux pour leur présenter Grabel, ses enjeux, etc. Mais aussi voilà, pour donner nos ambitions. Et je pense que voilà, ils sont très très motivés. Ils sont venus travailler le samedi chez nous à 50 là, et ils vont partir sur le terrain très prochainement. Voilà.
Donc, ça, c'est très positif pour nous parce que ça donne un apport d'expertise encadré par des profs rompus à l'exercice parce qu'ils l'ont déjà fait sur notre commune. Donc, pour nous, c'est très, très précieux. On suit ça de très près. On avait déjà travaillé avec des BTS l'an dernier. Donc, on fait un travail beaucoup plus méthodologique que finalement avec des résultats concrets. Mais là, je pense qu'on va vraiment améliorer la cartographie des habitats qu'on a déjà produite, qui est déjà produite, mais qui va évidemment s'affiner. Et voilà, notamment les micro-habitats sur lesquels ils vont beaucoup travailler et les liens entre micro-habitats, notamment pour l'éventuelle nécessaire restauration de corridors. Peut-être que Maxime Le Henanf veut compléter sur ce point. Non, bah c'est vrai que nous, on connaît un petit peu aussi le territoire de Grabel et on confirme que c'est une commune qui est riche d'enjeux écologiques, à la fois faune et flore. On connaît plutôt la partie ouest de la commune, mais donc voilà, après, je ne sais pas. Donc après, c'est sûr que là, les associations sont des. Il y a effectivement, comme je disais, un vivier là sur le nord de Montpellier, parce que Montpellier est historiquement une ville qui est tournée vers l'écologie, avec beaucoup de masters, des masters qui sont assez réputés en plus à l'échelle nationale. Et effectivement, c'est bien aussi d'avoir associé la population, parce qu'avec 8500 habitants, ça fait autant d'observations potentielles de gens, même qui vont se balader le dimanche matin, dimanche après-midi, et qui peuvent recenser toutes ces espèces et multiplier par le nombre, effectivement, même si ils n'ont pas forcément toutes les connaissances de toutes les espèces, et de cibler quelques espèces via des fiches. Il y a des fiches de reconnaissance, ça fait une puissance sur le terrain qui est assez forte. Donc, c'est vrai que ça peut permettre de couvrir une surface assez importante pour avérer au mieux les espèces qui ne sont pas toujours faciles à détecter, qui ont des périodes de vol pour la diane ou la proserpine qui sont assez limitées. Donc, d'avoir un maximum de gens sur le terrain, ça permet d'augmenter les chances d'observation de ces espèces. Oui, je confirme. Voilà, l'idée est double, c'est de mobiliser des bénévoles qui ont déjà des compétences sur certaines espèces, sur certains habitats ou qui ont une très bonne connaissance du territoire. Ça, pour qu'ils travaillent dans le cadre des inventaires avec les écologues, les experts, mais aussi, effectivement, au travers d'une application qui s'appelle e-Naturalist, de mobiliser le plus grand nombre de personnes autour d'un certain nombre d'espèces et donc de les inviter à saisir des données recueillies sur le terrain qui sont ensuite vérifiées dans le cadre de cette application et qui nous permettent comme ça d'améliorer encore la connaissance du territoire. Je vais totalement dans votre sens. Oui, je voudrais simplement apporter comme complément, on a grâce à notre mobilisation et aux stands et aux expositions, aux présentations qu'on a faites au niveau de la commune, on a pu se rendre compte qu'on avait sur notre territoire aussi, dans la population, des naturalistes confirmés dans certains domaines, que ce soit l'herpétologie, que ce soit les plantes, les fleurs, etc., et qui eux-mêmes se transforment aussi à leur tour en nous accompagnant à être aussi des animateurs et formateurs. Donc ça c'est important aussi, c'est d'utiliser les ressources de connaissances de nos citoyens, parce que voilà, il n'y aurait pas eu cette histoire d'ABC, on ne saurait peut-être pas aujourd'hui que je pense et je suppose que dans tous les villages, il y a des gens qui ont des connaissances particulières, et c'est important dans le cadre
de la participation citoyenne, de pouvoir détecter aussi ces personnes-là qui sont aussi des ambassadeurs de notre cause et de nous emmener pour faire un trajet, un long chemin sur la protection et la mise en place et la mise en valeur de la biodiversité. Voilà. Merci à vous pour ces échanges. On arrive donc à la fin du temps imparti pour ce webinaire. Je vous ai mis dans le chat le lien pour le formulaire d'évaluation de ce webinaire qui ciblera à mieux cibler aussi vos attentes pour ce genre de réunions, de conférences. Merci de le renseigner avant de quitter. Cécile, je vais aussi peut-être lancer, si tu veux bien, le petit Menti. On va partager l'écran et pendant que tu conclus sur ce webinaire, je vais partager l'écran. On va refaire un petit Menti comme en début de séance pour voir si les notions ont évolué, si d'autres mots apparaissent, sachant qu'au début, on avait vraiment la définition, vous avez déjà une bonne vision du métier d'écologue, puisqu'on avait des notions comme expert, spécialiste, ingénieur, et que c'était un métier. Donc ça, c'est très important aussi, ça ressortait dans le Menti. Sur les moyens dont pouvait intervenir l'écologue, à savoir dans le conseil, l'étude, le diagnostic, l'expertise. Donc déjà une bonne vision. Et puis deux mots que j'avais trouvé très intéressants, passion et lien, donc la passion du métier, et faire le lien. C'était aussi un terme que je trouvais très important dans le premier Menti. Et aussi le mot, donc ça fait 3, pardon, indispensable. Voilà, je pense que dès le début, certains avaient bien visé ça. Je vais quand même lancer pour voir si vous avez un peu évolué dans votre façon de définir ce terme-là. Et pendant que je lance et que je partage l'écran, Cécile, je te passe la main pour la conclusion. Oui, merci à tous pour les interventions d'une part et puis pour votre participation et les nombreuses questions qu'il y a pu y avoir. Donc nous, à l'ARP, effectivement, dans le cadre de Territoires engagés pour la nature, on va vous proposer d'autres webinaires de ce genre, à la fois des webinaires en type conférence, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, mais aussi plutôt pour des lauréats, des webinaires sur les actions qui ont été lauréates de Territoires engagés pour la nature sur des thématiques qui vous intéressent. Donc aujourd'hui, sur faire appel à un écologue, on a bien pu avoir deux visions, des visions plutôt études d'impact avec des gros projets, mais aussi voir que l'écologue il peut être indispensable sur des petits projets, sur des petites actions, puisque la richesse écologique et la biodiversité, elle est partout. Et donc du coup, nous, en tant qu'ARB, on est à votre disposition pour pouvoir à la fois vous mettre en relation peut-être avec des écologues locaux, pour pouvoir vous encourager à y avoir recours, et aussi pour pouvoir vous donner accès à des annuaires d'écologues, que ce soit en bureau d'études ou association, le cas échéant, en fonction de ce que vous de votre besoin et de votre projet. Donc merci pour les retours d'expérience aussi sur les ABC. C'est vrai que les ABC sont des projets qui mènent à des actions toujours intéressantes, qui sont des leviers pour l'innovation en faveur de la biodiversité dans les territoires, qui ont effectivement ce double objectif que d'inventorier et de mobiliser les citoyens, avec cette spécificité qui est un dénominateur commun des ABC, que d'investir les parcelles publiques comme privées, et donc un outil vraiment très intéressant pour lequel l'OFB met en place des appels à projets, et où nous, ARB, on peut aussi vous accompagner pour faire émerger votre projet en ce sens. Donc, on reste à disposition pour tout appui éventuel à la communauté TEN et répondre à des besoins. Et merci à tous. Alors, je ne sais pas si le Mentimeter a marché, mais Géraldine, je te laisse finaliser le webinaire. Je pense que les personnes avaient tout dit, expertise, conseiller scientifique. Bon, ce sera la synthèse. La synthèse. Ah non, il y a qui arrive. Audit, aussi la notion d'audit qui n'était pas du tout effectivement citée en début des webinaires. Et valorisation, préservation. Donc il y a des mots qui n'avaient pas été forcément effectivement cités. Préservation, ça avait été dit au début. Donc on laisse un peu dérouler. En tout cas, merci à tous. Et bon, étant donné que le temps est imparti, oui. on peut clore le webinaire qui a été enregistré, qu'on vous fera repasser, et puis le petit Mentimeter avec les mots
qui vous sera également transmis. Voilà. On peut toujours le renseigner après. Et le questionnaire d'évaluation aussi, n'hésitez pas à le remplir juste après le webinaire. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Il y en a qui veulent rester. Bon, merci Maxime, hein, malgré les aléas du début. Ouais, désolée hein, pour. Du coup,